Eh bien, Monsieur le Préfet, bonjour. Mesdames et Messieurs les directrices et les directeurs, Mesdames et Messieurs les représentants de la force publique, mes très chers adhérents, très chers amis d'Eclusir, toutes les personnes qui nous regardent actuellement en vidéo diffusion, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle conférence du CLUSIF où nous allons avoir le plaisir de vous faire la restitution d'un exercice périlleux que nous avons mené cet été, enfin au début de l'été, en juin 2017, concernant un exercice de cybercrise. Donc je vais inviter à la tribune, sans plus attendre, Monsieur le Préfet de police de la préfecture de Paris à venir nous faire l'honneur de son discours d'ouverture. Monsieur le Préfet, je vous invite à... Bien, Monsieur le Président du CLUSIF, Club de la sécurité et de l'information pour la France, Mesdames et Messieurs les participants à cette séance de travail, je veux tout d'abord, Monsieur le Président, vous remercier pour votre invitation et vous toutes et tous, vous remercier de m'accueillir parmi vous. Cette invitation, vous l'aviez adressée à mon prédécesseur et j'ai tenu naturellement à l'honorer, tant il est vrai que le sujet qui vous réunit, qui nous réunit, est un sujet d'importance, d'actualité, et sur lesquels tous les responsables, privés ou publics, doivent ardemment se mobiliser. Je crois néanmoins que c'est la première fois que le préfet de police intervient devant vous, en tout cas ce que l'on m'indique, donc je suis honoré d'être celui-là. Et si je suis présent cet après-midi, c'est pour souligner l'importance des enjeux liés à la cybersécurité, à la cyberprotection de l'information, et également vous dire combien je mesure l'importance de votre action et celle de la coopération, des échanges que votre club permet entre entreprises, entre opérateurs privés et également, et c'est un magnifique exemple, entre la sphère privée et la sphère publique, certes la préfecture de police, mais d'autres institutions, en premier lieu bien sûr, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, que je salue tout particulièrement. Je crois que c'est également la première fois que vous organisez une restitution d'exercices de cybercrise, exercice qui avait simulé le 22 juin dernier, enfin simulant le 22 juin dernier, une attaque contre un opérateur d'importance vitale dans le domaine de la santé. Des données médicales sensibles sont dérobées à un laboratoire d'analyse médicale de Bordeaux. Je connais un peu Bordeaux pour y avoir été préfet, donc j'imagine le laboratoire que ça peut être. Laboratoire prestataire d'un hôpital parisien, et donc cette attaque est faite par des hackers qui réclament une rançon contre la promesse que ne soient pas divulguées sur la place publique les informations recueillies. C'est une situation qui s'est déjà rencontrée. On cite notamment un précédent assez récent au Royaume-Uni et il ne faut pas en fait vivre ce scénario comme quelque chose d'improbable, au contraire, et vous avez bien fait de le choisir. Cet exercice vise donc à sensibiliser l'ensemble des acteurs, les membres de votre association, au-delà le grand public, et ça quel que soit le secteur considéré. Comme tout exercice, il doit aider à identifier les points de vigilance, à maîtriser les bonnes pratiques, également de repérer les manques pour précisément mettre l'effort sur ces points-là. Je souhaite remercier les différents acteurs qui se mobilisent sur le thème, votre club, votre CLUSIF, bien sûr. On m'indique que le club régional de la région Nouvelle-Aquitaine également s'est mobilisé sur l'exercice, il s'agissait de Bordeaux, le groupe de travail Panorama de la cybercriminalité, bien sûr l'ANSSI, que je citais tout à l'heure, et je veux saluer également les personnels de la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information de la police judiciaire parisienne,
salue aussi Maître Garance Mathias pour son expertise juridique et au-delà tous les membres de votre club et ceux qui nous écoutent. Chacun sait, comprend et mesure que la transformation numérique, certains disent, et je crois qu'ils ne se trompent pas, la révolution numérique que nous vivons et qui s'accélère est une formidable source d'opportunités et de croissance et qu'elle contribue quelque part, pour le représentant de l'État, le serviteur de l'État que je suis, à renouveler des pratiques parfois ancestrales, à simplifier l'action des services. On échange beaucoup plus vite qu'autrefois des données, des informations, beaucoup plus de réactivité. Et également, fondamentalement, c'est un facteur de proximité avec les usagers. Lorsqu'on parle de fracture territoriale, souvent on se rendra compte que la réponse numérique sera sans doute la plus pertinente. Néanmoins, chacun sait aussi que l'apparition de nouveaux objets et services numériques comporte une part de risque, aussi bien pour les particuliers que pour les acteurs économiques ou pour la puissance publique, l'État en premier lieu. La massification, la diversification des cibles accroissent ce que les experts appellent la surface d'attaque, et la cybercriminalité, à coup sûr, constitue le type d'insécurité qui présente aujourd'hui le plus fort potentiel d'expansion, à la mesure de l'expansion des technologies numériques. Donc cela exige une réponse toujours plus forte des institutions. On peut citer des exemples, évidemment la propagande qui sévit sur Internet, le cyberespionnage, mais aussi, on le mesure de plus en plus, les cyberattaques à but crapuleux. Les exemples me sont rappelés, vous sont rappelés, le piratage de TV5 il y a 2 ans, des tentatives de déstabilisation qu'on a vues pendant la campagne présidentielle dans notre pays, et le gouvernement avait fortement mobilisé l'ensemble des services de l'État sur cette thématique. Les exemples sont nombreux aussi de tentatives, ou parfois de tentatives réussies, d'extorsion de fonds dont sont victimes les entreprises au moyen de malwares, de chiffreurs, de données, ou bien ces attaques qui cherchent à détruire les réseaux et les données. Vous connaissez cela mieux que moi. Il y a quelques jours encore, l'entreprise américaine Equifax a été victime d'un piratage informatique de données personnelles qui a touché pas moins de 143 millions de ses clients. Ces exemples démontrent bien que le cyberespace est certes quelque part, comme l'on dit, un espace virtuel, mais qu'en réalité, les conséquences qui découlent de ces attaques, de ce type de criminalité, sont des conséquences bien concrètes sur la vie économique des entreprises ou sur la vie quotidienne de nos concitoyens ou sur le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, notamment des pouvoirs publics de l'État et des services publics en général. De ce point de vue, une forte exigence de sécurité s'exprime de plus en plus dans ce domaine comme dans les autres, et notre devoir est d'y répondre sans aucun doute ensemble. On constate souvent, et les enquêteurs de la BEFTI le savent bien, mais les enquêteurs en général, après une attaque, que bien souvent, des mesures plus adéquates, plus appropriées, des précautions qui ne sont pas pourtant hors d'atteinte, des initiatives techniques intelligentes et à portée de main, auraient souvent permis de limiter la gravité de l'agression, sinon empêcher l'agression. Mais en tout cas, d'en limiter les effets, le coût, les conséquences. Donc l'importance du rôle joué par votre club et ses déclinaisons régionales dans l'information, le soutien aux entreprises, aux collectivités que vous pouvez apporter. La coproduction de sécurité passe largement par la connaissance du phénomène et la connaissance des réponses à y apporter. Et cet échange des expériences, des bonnes pratiques que vous favorisez est là évidemment extrêmement bienvenu.
Coproduction de sécurité, je me réjouis de ce point de vue du partenariat public-privé, je l'évoquais tout à l'heure, et notamment de celui que vous avez avec nos équipes de la préfecture de police, la BEFTI. La BEFTI avait été créée en 1994, la préfecture de police n'était pas en retard, ça s'appelait le CEFTI à l'époque, le service d'enquête pour les fraudes aux technologies de l'information, en 1999. Je dis que nous, puisque j'étais à la préfecture de police à l'époque, nous lui avons fait franchir le rang de brigade. Vous savez également la présence au cabinet du préfet de police de Mme Anne Soubira, conseillère technique, sur ces sujets. Partager les expériences, partager les bonnes pratiques, c'est une nécessité absolue. Nous y portons notre contribution, la préfecture de police, notre site internet comprend un espace consacré à la cybersécurité où trouver des conseils, des informations pour anticiper ou bien réagir. Nous intervenons volontiers lors de conférences ou de colloques auprès des professionnels et des référents formés à la cybersécurité sont désormais présents dans les commissariats du ressort de la préfecture de police, c'est-à-dire Paris Intramuros, mais aussi la petite couronne. Qu'il s'agisse du recueil des plaintes, de l'analyse technique ou de l'investigation spécialisée, nous sommes présents à chaque étape et nous sommes présents avec des professionnels dont je salue volontiers la qualité, l'engagement et la performance. De même, il est indispensable, comme nous le faisons aujourd'hui, comme vous le faites cet après-midi, d'amplifier encore le travail commun de sensibilisation. Et ce travail de sensibilisation doit s'accompagner d'un effort toujours plus grand dans la logique d'anticipation et de préparation aux cybercrises. Ne nous y trompons pas, il faut traiter les crises informatiques comme on traite par ailleurs les autres crises auxquelles sont confrontés les pouvoirs publics, grands événements de sécurité civile, type incendie, inondation, ouragan cantonné outre-mer. La gestion de crise, c'est un véritable métier. C'est un métier qui nécessite un engagement de l'État, un savoir-faire, une pratique forte. Évidemment, la préfecture de police a tout son rôle dans cet exercice. En cas de crise, nous serons toujours là pour vous apporter des conseils, mais surtout, nous voulons vous apporter des conseils pour anticiper et se préparer à cet événement. La capacité de résilience des organismes concernés dépend de plusieurs facteurs. C'est ces facteurs qu'il faut identifier et un exercice avec son retour d'expérience, comme vous allez le faire, va y contribuer de manière très conséquente, j'en suis convaincu. Se préparer à la crise, c'est toujours la meilleure manière d'y faire face. Penser qu'on est à l'abri de la crise, c'est toujours la meilleure manière de se préparer à une catastrophe. Je me félicite donc que le CLUSIF et la préfecture de police aient organisé ensemble avec l'ANSSI cet exercice inédit, qui en appellera, je pense, d'autres, ici à Paris et ailleurs sur le territoire. Je ne puis que le souhaiter. C'est une étape importante qui montre que l'ensemble des opérateurs, les entreprises en particulier, ont pleinement pris la mesure des cybermenaces. Cet exercice nous rappelle aussi combien la réponse à ces agressions est fondée sur la coopération, la confiance mutuelle, le partage des savoirs et des bonnes pratiques au sein de la sphère privée, mais aussi entre la sphère privée et la sphère publique. Dans cet esprit, je ne doute pas que cet après-midi qui s'ouvre sera profitable à chacun d'entre vous. Je ne doute pas également qu'elle sera très profitable aux services de l'État qui sont à vos côtés, et je prendrai avec beaucoup d'intérêt connaissance des conclusions, recommandations et propositions qui seront issues de vos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour ce discours qui met en perspective effectivement les travaux que nous avons menés pour la préparation de cet exercice et qui, à titre personnel, en tant que président du CLUSIF bien sûr, en tant que citoyen par ailleurs,
me réjouit d'autant plus qu'on voit la lucidité dont fait preuve les services de l'État, dont font preuve les services de l'État, ici la préfecture de police de Paris, sur la situation que nous vivons au quotidien. Alors je dis nous, citoyens, entrepreneurs, institutionnels, collectivités, face à la montée du cybercrime, et on voit que cette dynamique publique-privée, à laquelle le CLUSIF participe maintenant depuis de nombreuses années, on a parlé, monsieur le préfet a évoqué le panorama de la cybercriminalité, c'est bien la preuve que depuis maintenant 16 ans, 17 ans, nous avons un travail commun avec les services de l'État, la BEFTI, on a eu l'OCLCTIC, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure et d'autres services, la gendarmerie, que je les oublie pas, l'IRCGN en particulier, avec le colonel Fressinet pendant très longtemps. On s'est accompagné mutuellement à une bonne compréhension, une bonne visibilité de ce qu'était aujourd'hui la situation du cybercrime et ce à quoi faisaient face au quotidien nos adhérents, puisque c'est un peu dans le but de cette logique que nous avons fait cet exercice, apporter à nos adhérents une forme de visibilité. Alors, je vais pas représenter le CLUSIF, je me dis que après tout, maintenant, depuis 33 ans, les gens connaissent le CLUSIF. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, on a un site internet qui marche plutôt bien. Je vous invite à aller faire un saut, clusif.fr. Moi, je vais présenter rapidement l'exercice par lui-même. Bon, Jean-Marc Rémy, je suis le président de l'association. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais si vous connaissez le CLUSIF, du coup, vous savez que j'en suis le président. Juste peut-être pour reprendre un peu la genèse de ce projet, comment il est arrivé sur la table. Il est arrivé, écoutez, si je dis pas d'ânerie, à peu près un an jour pour jour, en septembre 2016. Oui, c'est ça, septembre 2016, où on s'est dit en conseil d'administration pourquoi n'organiserions-nous pas un exercice de cybercrise au profit de nos adhérents, d'une part, et puis plus que de nos adhérents, peut-être à l'ensemble de la communauté. Pourquoi on était parti du constat que finalement il y a beaucoup d'exercices de cybercrise qui se font dans les entreprises, de grandes structures souvent. Bien sûr, je n'évoquerai pas ici l'exercice PirateNet en particulier, fait dans le cadre des institutions pilotées par l'ANSSI et d'autres institutions. Donc c'était bien sûr non pas en complément, mais pour s'inscrire dans une logique dans laquelle en fait où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bon, je ne vais pas ressortir des chiffres, mais le tissu économique est quand même majoritairement composé de petites entreprises, en France et puis dans beaucoup d'autres pays voisins, en Europe en particulier, et puis en Outre-mer, parce que n'oublions pas non plus que la France n'est pas que la métropole, c'est aussi des pays d'Outre-mer auxquels on est tous très attachés, moi en particulier pour plein de raisons. Et donc on avait besoin effectivement de faire un exercice, de monter un exercice, et puis d'essayer d'apprendre de ce que ça pouvait être gérer une crise dans une entreprise de petite taille qui est souvent, il faut le dire, et c'est pas ce qui est ressorti, mais c'est peut-être les conclusions à laquelle on arrivera, souvent mal préparé à cette logique de crise à laquelle évoquait monsieur le préfet, c'est-à-dire que si on n'est pas prêt au pire, on n'y survivra pas, et même quand on est prêt au pire des scénarios, on le voit malheureusement pour nos amis dans les Caraïbes, c'est pas toujours facile et on n'est pas aussi résilient qu'on voudrait l'être ou ce qu'on souhaite l'être sur le papier. Alors, objectif, identifier les bonnes pratiques et les actions qui doivent se dérouler lors d'une cybercrise, se préparer, trouver des procédures. C'était aussi pour nous valoriser une partie des travaux qui avaient été faits par le CLUSIF. Alors le CLUSIF, vous savez, le groupe de travail, on a des livrables tous les 18 mois, différents livrables qui traitent de différents sujets. Et l'année 2016, on avait livré un document sur la gestion de crise. Donc c'était aussi de mettre un petit peu sur le grill, de mettre un peu sur la planche à secousse, si vous me permettez cette expression, nos livrables pour voir si finalement ce que nous avions écrit, ce qui sortait de ces groupes de travail communs, de ce groupe de travail commun, s'il sortait était compatible et cohérent avec finalement une crise à l'échelle d'une PME. Bien sûr, l'idée ce sera de renouveler cet exercice régulièrement. Monsieur le préfet l'a souligné, et c'est bien l'objectif de l'exercice. Alors pourquoi écran ? C'est un exercice avec un S, mais ça s'appelle écran quand même. Bon, il y a eu grande cogitation, je laisserai ceux qui ont trouvé l'acronyme éventuellement vous faire part lors de la pause ou du cocktail ce soir les différentes autres propositions. Je peux pas tout dévoiler ici, il est trop tôt. Mais l'exercice de crise réaliste, alors l'actualité de cette année va dans le sens de ce qu'on a vu. Alors, on n'a pas anticipé, mais on a vu WannaCry et Petya Not Petya, dont le préfet parlait déjà aussi tout à l'heure. On est au cœur de cette logique-là. Donc, on avait quelque chose qui était réaliste, un cryptolocker. Le fait d'avoir travaillé avec un laboratoire pharmaceutique ou un hôpital parisien, il n'y a pas de relation avec la ville de Bordeaux et les laboratoires pharmaceutiques de la ville de Bordeaux. Attention, je souhaite rétablir ce point-là. Monsieur le préfet disait qu'il connaissait bien la ville de Bordeaux et les laboratoires pharmaceutiques. Il n'y a pas du tout de relation avec un laboratoire qui a pu exister ou qui existerait encore dans la région ou un hôpital parisien. Tout ça, c'est complètement fictif, qu'on soit bien d'accord. Annuel, parce qu'effectivement, c'est un exercice qui doit avoir lieu tous les ans. On essaie
On essaiera d'en faire une espèce de base d'entraînement, si je puis dire. Hein. Bon, c'est mon passé militaire peut-être qui ressort, mais une base d'entraînement où en fait chacun de nos adhérents pourra venir à tour de rôle s'exercer à la crise. Alors, l'exercice de crise, c'est, vous le verrez à travers les présentations, chacun a joué un rôle qui n'était pas le sien dans la vie. Donc du coup, ça permet de mettre l'humain au cœur du dispositif de la crise et de voir comment les gens réagissent face à des situations dont ils ne maîtrisent pas forcément les tenants et les aboutissants, et surtout qu'ils ne maîtrisent pas la temporalité et puis les événements. Bien sûr, en collaboration avec nos amis des Clusiers, hein, bien sûr. Donc, ce sera tous les ans un Clusier nouveau, ou peut-être encore le Clusier Aquitaine, s'ils souhaitent se joindre à nous. Pourquoi pas faire un exercice plus global, plus national un jour. Hein. La sensibilisation, bien sûr, nécessaire à cette sensibilisation, c'est bien l'objectif premier recherché. Hein. C'est bien sûr ce que nos joueurs vont tirer de cet exercice. Alors, vous aurez tout au long de l'après-midi des retours d'expérience sur l'exercice lui-même, sur sa préparation, sur son déroulé. On aura des présentations de quelques joueurs qui viendront vous donner leur retour. Bon, synopsis de l'exercice, hein, 4 équipes, une équipe basée à Bordeaux, le laboratoire d'analyse médicale, une équipe basée à Paris, l'hôpital, donc Bordeaux, le Clusier Aquitaine, Paris, le Clusif, une équipe d'observateurs répartie entre les deux sites, une équipe d'animation qui orchestrait le tout. Alors moi, je me suis beaucoup amusé pendant cet exercice. Je n'ai rien fait. Je dois l'avouer, là, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai rien fait. Je n'ai fait que observer les observateurs. J'ai observé la cellule de crise. Et on s'est bien amusé. On s'est retrouvé même dans des situations, je pense que Lionel en parlera peut-être, où on s'est retrouvé nous-mêmes à gérer une situation qui n'était pas la nôtre. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en situation de crise parce que ça se déroulait pas comme on l'avait imaginé. Et il a fallu faire preuve d'imagination, et merci aux animateurs d'avoir fait preuve de professionnalisme et d'expérience pour pouvoir mener à bien cet exercice, parce qu'on a eu en face de nous des réactions qui nous ont un peu surprises, hein, je dois admettre. Dans le bon sens du terme, bien évidemment. Bon, attaque, le scénario, c'est un rançongiciel, pardon, un ransomware, j'arrive pas à le dire en français, un ransomware qui attaque ce laboratoire. Le laboratoire, il est dépositaire de données sensibles médicales, puisqu'il est sous-traitant de l'hôpital parisien, et donc fuite d'informations, et je dévoile pas plus de choses sur le scénario. Je voulais remercier François Paget, qui n'est pas parmi nous cet après-midi, parce il vient de province, il a peut-être pas pu se joindre à nous, qui est l'animateur de notre panorama de la cybercriminalité, qui l'a animé pendant 16 ans, donc c'est lui qui nous a donné l'idée du scénario, et puis en commun, pendant cette année, on a pu affiner ce scénario, le préparer, le peaufiner, et puis le soumettre à nos joueurs pour voir comment ils se sortiraient de ces mauvais pas. Alors ce scénario, l'animation a été faite, hein, je le répète et j'insiste, hein, le Clusif, le Clusier bien sûr, le ministère de l'Intérieur, certaines personnes du ministère de l'Intérieur, la préfecture de police que je remercie encore une fois de sa participation, et puis l'ANSSI aussi qui a participé très généreusement à la mise en œuvre de cet exercice à travers la délégation de personnes, et puis la proposition d'utilisation d'une plateforme que des agents de l'ANSSI ont développée, j'ai pu comprendre sur leur temps personnel, donc comme quoi l'altruisme, ça existe aussi dans le monde de la cybersécurité. Donc merci à Samuel en particulier, à Guillaume, qui ont participé au développement de ce logiciel, qui est du retour d'expérience qu'on en a, plutôt un bon logiciel, et que je vous invite à utiliser dans le cadre de l'organisation de vos propres exercices de cyber. Bon, une réussite collective, hein, j'insiste, hein, BEFTI, l'ANSSI, le Clusier, le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, bien évidemment, l'ensemble de nos participants, les joueurs, les observateurs, merci grandement à vous, les RSSI du Clusif, les sociétés de services du Clusif qui ont participé, qui se sont fortement impliqués, qui n'ont pas compté leur temps pour ce faire. Bon, l'équipe parisienne, vous avez le trombinoscope de l'équipe parisienne. On a fait en sorte que personne ne joue son rôle, justement parce qu'on voulait que les gens soient dans une situation un peu nouvelle par rapport à leur activité d'ordinaire, et en fait ils n'avaient assez peu d'informations. On leur a juste dit un peu avant que l'exercice démarre quel serait finalement un peu le contexte, hein. On a fait un casting inclusif, on a envoyé des fiches de poste à tous nos adhérents, et on leur a demandé de se porter volontaire, et puis après nous on a récupéré les candidatures, et avec le groupe de travail on a décidé de qui a été pressenti pour telle fonction dans l'entreprise. Il n'y a qu'une personne qui a joué son rôle, c'est l'avocate Garance Mathias, qui n'est pas avec nous cet après-midi, et s'en excuse, qui est adhérent du Clusif, mais qui, pour les raisons que vous comprenez bien, ne pouvait pas faire autrement que de jouer son rôle, comme l'ANSSI a joué son rôle, et comme nos amis de la BEFTI ont joué aussi leur rôle, hein. Merci à eux pour
pour leur implication. C'était d'ailleurs assez intéressant et impressionnant de voir la police en action, y compris dans un jeu, mais bah, ils jouent pas, donc du coup, ça a été assez intéressant, des retours assez croustillants sur ce sujet. L'équipe bordelaise, merci aussi aux équipes bordelaises. Une partie des Bordelais sont présents cet après-midi à Paris, merci. Bon, ils n'ont plus de mérite à 2 heures de Paris, c'est plus simple pour eux que de venir de détente peut-être, mais merci quand même d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup à vous d'être venus. Bon, la conférence, je vous laisse découvrir, vous avez le programme qui vous a été transmis. D'ailleurs, merci aussi beaucoup à la préfecture de police qui a très amicalement et gentiment participé à la création de la petite plaquette qu'on vous a distribuée, qui a été coproduite avec la préfecture et imprimée par la préfecture, donc en tant que comptable du Clusif. Merci aussi de ce geste que j'apprécie et que mes adhérents apprécieront aux prochaines élections, j'espère. On ne sait jamais, je passe un message. On aura une petite pause exceptionnellement, c'est une conférence qui va durer une grande partie de l'après-midi. On a pris un petit peu de retard, désolé. Donc il y aura une petite pause, histoire de se dégourdir les jambes. Bon, 20 minutes, on la réduira peut-être à 10 minutes du coup pour essayer de récupérer un petit peu notre retard. C'est une pause où vous pourrez vaquer dans la salle des pas perdus. Il n'y aura pas de café ni quoi que ce soit. Mais après, par contre, à la fin, vous aurez questions-réponses et puis un cocktail qui vous est offert cette fois-ci par le Clusif. Il n'y a pas de sponsor pour cette conférence. Elle est complètement financée sur nos deniers, puisque c'était pour nous important. Alors, en introduction de cette conférence, j'en ai fini ici, on va vous passer un petit film, parce que tout a été filmé sur Paris et sur Bordeaux, et on a fait un petit film, alors je dirais promotionnel. Alors, on va faire un peu de PLV, là, on va faire la publicité sur le lieu de vente, là vous allez pouvoir voir un peu ce qui s'est passé. Donc une petite synthèse, merci à toutes les personnes qui se sont prêtées à cet exercice et qui ont accepté d'être filmées et d'être présentes. Donc le film sera disponible sur Internet. On dit que c'est OK là-haut. Car on a vu sur Twitter là quelques tweets un peu inquiétants concernant des données personnelles chez vous, éventuellement un incident SSI de votre côté. Est-ce que vous avez déjà des informations? Nous avons effectivement des postes qui sont victimes d'une attaque informatique où les ordinateurs se retrouvent bloqués avec une demande de rançon. Donc nous sommes en train de traiter l'incident. Et la rançon, c'est combien? La somme de la rançon, quelqu'un la connaît? 110 bitcoins. Donc c'est 110 bitcoins. Vous comptez la payer? Est-ce qu'on peut payer la rançon? Non. On peut vous envoyer quelques questions. Est-ce que vous nous autorisez à publier un article sur l'incident que vous rencontrez? C'est un peu prématuré. C'est prématuré, l'analyse n'est pas complète. De notre côté, on a subi effectivement des dommages collatéraux par rapport à cette attaque, c'est-à-dire qu'on a des postes qui ont été infectés, pas de dégradation au niveau de nos serveurs, mais on a une vingtaine de postes qui ont été cryptoloqués. Donc si jamais on constate que la plateforme est touchée, il va falloir rester vigilant sur cette liaison VPN, à envisager de la couper pour ne pas infecter le réseau de nos clients. A priori, on a réussi par des moyens alternatifs de mettre en place, de récupérer les analyses de nos patients qui étaient vraiment les choses les plus critiques pour nous, puisqu'il y avait des patients qui étaient en situation très très dramatique. Il faut savoir qu'il y a des analyses qui sont très attendues par nos clients. Donc c'est le second appel que j'ai eu de M. Jacques, qui est le chef de service. Eux, ils attendent ces analyses dans la journée. Donc il faudra être sûr de l'obligation de couper ces liaisons VPN et des conséquences que ça peut avoir si on doit prendre cette décision-là. Voilà. Il est toujours difficile de faire un état des lieux de où on en est. Est-ce que l'attaque informatique est bien arrêtée ou est-ce qu'elle continue à se propager? Quelles sont les conséquences de cette attaque et notamment quels vont être les risques juridiques, les conséquences pour les employés, les conséquences pour les patients de nos clients? Voilà, on se rend compte qu'il y a énormément d'événements graves qui peuvent arriver par la suite. Ce qu'on a du mal à savoir, c'est quelle est l'ampleur de l'infection et quels fichiers ont précisément été impactés. Je ne sais pas si vous avez des firewalls de cloisonnement interne entre éventuellement différents VLAN ou différentes VRF sur vos réseaux pour séparer un peu la bureautique de l'applicatif. Je ne crois pas, d'après ce que nous on avait vu dans la cartographie que vous nous aviez envoyée, je ne pense pas. Après, est-ce qu'on sait anticiper ce qui va se passer? Je pense pas, non, on ne sait pas trop.
Et pas de serveur touché tout le monde. Toujours pas de serveur touché, rien de même. Je pense que c'est une problématique de suivi des événements qui sont en cours, et faire en sorte que chacun ait bien un rôle et qu'il le respecte. C'était canalisé, il y a eu une mise en place d'une main courante avec des points réguliers toutes les demi-heures, justement pour faire un suivi de l'avancement de la cellule de crise. On dit aux utilisateurs qui ont des problèmes de débrancher leur... Excusez-moi, Non, mais on fait le post-stage. l'ANSSI, non mais je suis désolé, c'est l'ANSSI qui nous parlait à la SSI, donc... Le RSSI nous a recommandé de contacter l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, vu notre positionnement, je dirais, sensible. Donc l'ANSSI a été alertée, on a été en contact avec nos autorités de tutelle au niveau de la santé. Je vais appeler la FTI aussi, et sinon il faut appeler 2 prestataires. CHSCT, je ne suis pas arrivée à les joindre, donc je leur ai envoyé un mail en leur demandant de rappeler notre responsable RH. La priorité, me semble-t-il, en termes de communication, donc mon rôle en l'occurrence, est plutôt sur l'interne. Il a fallu réagir très vite par rapport à ces fuites pour essayer de reprendre la communication et l'exactitude en fait des faits. Pour le moment, on se rend compte qu'il y a de l'information qui commence à filtrer sur les réseaux sociaux, les gens commencent à être un peu, je dirais, anxieux. On est énormément sollicité par des journalistes en interne, donc on a plutôt une crise de communication à gérer. Si jamais nos serveurs, à un moment donné, ce qui pourrait nous arriver sous peu, venaient à être cryptoloqués, à ce moment-là, avec l'aval du médecin, on restaurerait les dernières, j'y arrive, les dernières sauvegardes, c'est-à-dire qui datent d'hier soir. On parle beaucoup de technique. On va faire des backups, on va faire ceci, on va faire cela, ou c'est soit ça, soit rien. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avant que je sorte. Mais quand on est devant le fait accompli, de dire ben là, mais c'est des êtres vivants, des patients qui n'ont pas dit à leur famille ou à leurs proches ou voire à leur patron qu'ils étaient malades. Donc si on leur dit ben les analyses de ce matin elles sont perdues, donc je ne sais pas comment doser votre chimio ou etc. Donc j'y vais au pif. C'est la vie qui est en jeu, donc tout le rôle a été durant cet exercice d'avoir les informations au plus vite et surtout d'avoir nos données patients au plus tôt par des protocoles différents de ceux d'échange utilisés dans la vie de tous les jours avec cette société. Donc la solution alternative à Médic fonctionne. Est opérationnelle, nous avons reçu tous les rapports d'analyse des patients qui ont été touchés depuis l'infection. Et j'ai demandé à ce que tous nouveaux rapports nous soient envoyés par ce biais-là, jusqu'à ce que les cellules de crise décident du rétablissement et du retour à la normale. Ça, c'est parfait. Et voilà, on lance les devis et on prend un impact. C'est bon? Tout le monde est d'accord? On rétablit la situation, on trouvera un nouveau prestataire. Absolument. C'est bon? Très bien. Merci, monsieur. Bravo. Donc l'idée était de faire un retour un peu pédagogique de ce que pouvait être une crise dans une entreprise ou dans 2 entreprises ici, puisque nous simulons 2 entreprises, avec la pression des autorités, puisqu'on a les autorités, on simule les autorités, on a l'ANSSI qui joue son propre rôle et la police nationale qui joue le sien, mais on a simulé la CNIL, on a simulé des journalistes, on a simulé l'autorité de tutelle, le ministère, donc ça rajoute un petit peu à la fois de véracité et puis de stress avec cette dimension un peu sensible que représente la perte de données caractère personnel. Forcément, on a pu avoir quelques échanges un peu tendus, mais c'est bien normal, c'est une crise et il faut justement réagir sereinement par rapport à tout ça pour essayer d'avoir la vision globale du problème et essayer d'y répondre le plus vite possible. Pour ceux qui font ça sur des journées complètes, voire sur plusieurs journées, c'est épuisant. Parce qu'en 2h30 déjà, en fait, on sent bien la fatigue et le stress que ça provoque. Voilà. Ce petit film sera bien sûr disponible à la vente. Après, non, pardon. Bah oui, il faut bien payer. Il faut bien payer.
Non, c'est pas le concert des enfoirés, mais bon, si vous avez une petite pièce, on est preneurs. Non, merci beaucoup comme vous l'avez vu, toutes les personnes, tout le monde n'a pas pu être filmé pour des raisons de confidentialité aussi. Merci à tout le monde de s'être impliqué dans cet exercice. Vous voyez, ça s'est bien passé. Hein. Alors, grosse frustration, c'est que l'exercice n'a pas été à son terme, hein, parce qu'on a dû arrêter à 17h30 le soir de l'exercice. On ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, donc on n'a pas résolu le problème. Donc, a priori, tout le monde est vivant, hein, tout s'est bien passé à l'hôpital et à Médic. Bon, ça a été un peu plus compliqué je crois, pour le prestataire de service, mais on reviendra dessus un peu plus tard dans la présentation de cet après-midi. Donc j'invite, par ordre, on va lancer les premières présentations. Donc Lionel Mourer va venir nous faire un retour sur la cellule d'animation. Nous vous expliquer un petit peu cette cellule, comment elle est mise en œuvre, comment ça a fonctionné. Et puis après, je laisserai les intervenants intervenir les uns derrière les autres.